comme on aime. David Proulx est avec nous. David, bonjour. Hey, salut Benoît. Ouais, alors là, embarque pas là-dedans, là. Là, je le sais. Ah non! Tu veux faire un commentaire? Vas-y. Vas-y, moi, je suis pour la liberté d'expression. Je suis pas comme l'Université d'Ottawa. Vas-y. Ben, écoute, les gens peuvent aller regarder les appels d'offres de l'armée canadienne. Il y a entre 12 et 18 points d'accordés si tu fais partie des minorités trans ou BIPOC. Donc, si tu es plus cher, mais que tu es trans ou n'importe quoi, ben, tu as plus de chances de gagner que si tu es moins cher puis que tu es un homme blanc. Donc, moi, quand c'est le temps de remplir ces documents-là, ben, je suis une lesbienne noire. Je le vois. Je le vois d'ici. Je le vois, c'est très, très crédible. Mais sincèrement, pourquoi pas? Si tout est basé sur le ressenti, puis tu as un appel d'offres, remplis le formulaire de façon à l'avoir. Ben exactement. Puis moi, ce que je trouve triste dans tout ça, c'est, exemple, les femmes se sont battues tellement, tellement fort pour leurs droits que là, maintenant, n'importe quelle personne... Parce qu'il y a des trans, tu sais, j'ai mon amie Michel Blanc, Ouais. puis elle est une femme pour elle-même, puis je respecte ça. Il y a eu un long processus et tout. Mais là, maintenant, c'est rendu tellement simple. Et pas juste ça, c'est que les mêmes personnes, ces militants-là qui disent protéger la démocratie, empêchent les gens d'exposer leurs idées. C'est ça Et qui ils est sont grave. incapables d'autocritique. Ils sont incapables d'autocritique. Non, c'est ça qui est grave. Et ils ont le bouton toujours bien enfoncé sur la censure. On l'a vu à McGill, on l'a vu à l'UQAM, on le voit à Concordia. C'est la norme. Et toutes les directions d'université, tous les recteurs sont des peureux, sont trop payés pour le courage qu'ils ont et qu'ils démontrent. Vraiment, là, dès qu'il y a une plainte, ils font un petit caca nerveux. Là, ils convoquent le prof, puis ils disent « Ah, tu peux pas dire ça » parce que ça crée un inconfort chez les étudiants. Ouais. Hey, Chris, un inconfort. Mais ça, on s'en va vers une incroyable dérive là, si ça continue comme ça. On est pas mal rendu à cette dérive parce qu'effectivement, on n'entend pas des conférences là, et des débats sur la question. Toujours bien le droit de débattre sur des aspects biologiques et scientifiques. Non, on va respecter le ressenti. Puis tu regardes ce qui se passe au Minnesota où les gens de ce groupe-là, présentement, ont des armes dans les rues pour empêcher ICE de faire leur travail. Ces gens-là ont des armes dans les rues au nom de protéger la démocratie. Alors que la démocratie a élu quelqu'un qui l'aime ou qui ne l'aime pas. Il est là pendant 4 ans. Donc, en fait, puis il y a une règle très simple à faire, c'est que tu inverses les rôles. Donc, si c'était l'autre groupe que tu n'aimes pas, qui n'est pas dans ta gang, qui faisait quelque chose, est-ce que ce serait acceptable? Si la réponse c'est non, ben fais-le pas toi-même. Alors, David, comment l'intelligence artificielle va transformer en profondeur la productivité, les métiers, la structure même des économies? Oui, ben écoute, pour continuer sur la discussion d'hier, parce que là, présentement, c'est le World Economic Forum. Comme j'ai dit hier, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font. Tu sais, ce qui est drôle dans le discours de Mark Carney, il a dit « Si t'es pas à la table, c'est que t'es le repas. » Ben, le peuple est pas à la table à Davos. Donc, on est je te tous laisse le deviner lunch, si on est au menu. C'est ça, exactement. C'est vrai. Donc, il y a des très belles discussions qui prennent place, tu sais, intellectuellement super intéressantes. Puis Satya, le CEO de Microsoft, super de belles entrevues. Là également, il y a un beau débat entre le CEO d'Anthropic, celui qui a fait le modèle d'IA Claude, et le patron de DeepMind, donc la branche d'intelligence artificielle de Google. Et puis là, je suis porteur de bonnes nouvelles aujourd'hui. Oh! Okay? Enfin. Oh! Donc, moi, je ne crois pas qu'un paquet de jobs va disparaître. Puis, je crois en fait que comment on travaille va changer. Puis, je vais te faire un parallèle très simple avec la comptabilité. Dans le temps, avant l'informatisation, les gens avaient le système McBee. Ils rentraient leurs données là, à la main dans des calepins. Puis là, Excel est arrivé. Puis là, les comptables ont tellement eu peur que leur job disparaisse. Puis leur job n'a pas disparu. Puis tout a changé. On est juste devenu plus efficace. Puis il y a de quoi qui s'appelle les artefacts de travail. Donc, si tu préfères les livrables au travail. Donc là, c'est sûr, quand tu vois une machine qui est capable d'écrire un courriel, une machine qui est capable de répondre au service à la clientèle, une machine qui est capable de rentrer des données, tu te dis, ou faire des rapports. Tu te dis, mon Dieu, ça va prendre ma job. Mais non, parce qu'on va toujours vouloir l'expertise humaine. C'est juste que ta job, ça sera plus de passer 3 jours
à faire des diapositives, des présentations PowerPoint. Mhm. Ça va être plus de l'accompagnement, ça va augmenter le niveau. Donc, Satya, il explique comment l'IA est un levier cognitif puissant et comment eux-mêmes, chez Microsoft, ils travaillent différemment et comment les artefacts de travail, les livrables, changent. Et il emmène ça après. Et ensuite, il explique comment les grandes entreprises vont avoir de la difficulté à s'ajuster à ces changements-là, de leur nature. Tu sais, c'est des gros paquebots. Puis que là, ça va créer une opportunité immense pour les entreprises de taille moyenne ou les petites de pouvoir s'adapter aux nouvelles réalités et d'aller chercher des parts de marché à ces géants-là. Puis ça, c'est encourageant. En tout cas, moi, je trouve ça super encourageant. Puis, Parce que les petites et moyennes entreprises vont pouvoir avoir accès à l'intelligence artificielle pour arriver au même résultat où les grosses entreprises engageaient bien du monde, mais les petites n'avaient pas les moyens d'engager tous ces gens-là, donc ils étaient toujours à la traîne. exactement. Et là, ça l'emmène, tu as tout compris, et là, ça l'emmène à un autre Ça arrive argument pas souvent. qu'il a emmené. On va en profiter. Donc, il emmène un autre argument qui parle de l'importance des nations, des économies à adopter ces technologies-là. Puis le lendemain qu'il dit ça dans un discours, nous, ici au Canada, on annonce un fonds de 100 millions. 100 millions, c'est rendu plus beaucoup d'argent là, parce qu'on est habitué que les libéraux dépensent en milliards. Là. Ben Mais oui. 100 millions, c'est 100 millions. Là. Mhm. Donc, pour un fonds pour la commercialisation, de la recherche scientifique, de l'avancement scientifique, pour que nos scientifiques puissent faire plus de business. C'est comme si on rêvait encore de vouloir créer un nouveau BlackBerry, de se dire on va avoir des scientifiques qui vont faire une super de belle entreprise, puis là, ils vont résister à la tentation de vendre aux Américains, puis là, on va avoir des belles business ici, puis là, il y a une couple de fonctionnaires qui pourront dire « Hey, c'est moi qui les ai vus quand ils étaient une technopousse, quand ils étaient une start-up. » Mais la vraie création de valeur, elle n'est pas là. Allez quand Garage Roger Ménard ou quand la scierie XYZ, quand l'ébénisterie XYZ dit « Je vais augmenter ma capacité de production, je vais augmenter ma productivité. » Puis ça contribue à l'économie de façon significative, mais c'est que ça paraît pas. Et dans la vie, quand tu travailles pour l'État, tu as tes promotions sur ce qui paraît, pas sur ce qui paraît pas. Mm. Puis c'est ça. Ce qui est curieux, c'est que depuis les années 90, la technologie s'améliore. Mais pourtant, on n'est pas plus productif qu'avant, même si on dit qu'on sauve du temps surtout. Parle du Canada, s'il te plaît. Parce que le Canada, puis on le voit, les chiffres le montrent, dans le pays du G7, on est les plus pourris en productivité. Puis l'écart de productivité par habitant depuis l'élection des libéraux est rendu à pratiquement 20 %. Puis ce qu'il faut comprendre, quand ton épicerie... L'écart avec les Américains, qui sont les leaders en productivité. Donc, ce qu'il faut comprendre, quand ton épicerie coûte plus cher, ben, c'est parce que toi, quand tu travailles, tu es moins productif. Et les pays où ces produits-là sont produits, eux, ils sont plus productifs. Et l'écart entre les deux, ben, c'est ce que tu payes de plus cher. Donc, c'est ça. Mais Trudeau a engagé quoi, 100 000 fonctionnaires en 9 ans et demi? Ça doit aider à la productivité. Il faut comprendre que, puis tu sais, un gars comme Francis Gosselin pourrait répondre encore mieux que ça que moi, mais la quantité de dettes créées par les libéraux depuis Trudeau, donc Trudeau et Carney ensemble, c'est supérieur à tous les premiers ministres ensemble. Oui, depuis 1867. Ben oui, je le sais. Puis il y a un principe qu'on a appris en Italie au 16e siècle, c'est que quand tu imprimes de l'argent, ça fait de l'inflation. Tu peux pas t'en sortir. Bon, c'est bien compliqué tout ça. Demain, on fait des recettes. OK? Merci. Demain, je suis pas là, on se voit lundi. Comment ça, t'es pas là demain? T'es où? Tu nous abordes? Ben oui, demain, je donne une conférence. Il y a 25 entrepreneurs qui passent une journée avec moi, puis je leur montre comment être plus productif. Non, tu vas faire ta chronique pendant ta conférence, sinon je veux un papier du médecin. Je regarde si je suis capable. OK, parfait. C'est bon. Merci, bon, David. Salut.